La justice est d'abord une vertu et toujours une vertu. Pensée du professeur Edouard Nicolas Abel Bayona Bameya, paraphrasé par maître Trésor Likonza à Bolonga dans son livre intitulé Les exploits en droit judiciaire congolais, loi, jurisprudence, doctrine, analyse et commentaires de l'auteur, messieurs et dames, justement, maître Trésor Likonza, c'est lui notre invité d'aujourd'hui pour ce troisième numéro de votre émission Interface sur les antennes de votre chaîne Channel 13 Télévision. Maître Trésor Likonza Bolonga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Alors bonsoir également à toutes et à tous qui nous suivez en ce moment. Bonsoir Madame Sarah. Bonsoir Monsieur Daniel Rolon-Lay. Bonsoir également aux messieurs et dames qui nous suivent présentement. Alors la justice qui élève une nation, comme on le souligne bien la Bible, la parole de Dieu, et messieurs et dames, tout au long de cette émission pour ces nouveaux numéro, nous allons revenir sur les nouveaux gouvernements. Les gouvernements, Judith Toulouka a publié la semaine passée à travers la porte-parole du chef de l'État, Madame Martina Salama. Plusieurs ministres qui étaient dans la composition du gouvernement Sama Lukonde sont restés, Sama 1, Sama 2, tandis que d'autres sont entrés. On rejoint cette équipe gouvernementale, mais quand même, il y a des ministères importantissimes avec de certains qui font des débats aujourd'hui qui ne permettent pas à la République démocratique du Congo de décoller le plus vite que possible, comme celui de la justice. Vous savez, le président Tshisekedi qui lui qualifiait la justice congolaise d'une justice malade, mais aujourd'hui, avec un nouveau ministre, Constant Mutamba, qui prend la place de Rose Mutombo Mutamba, lui, qui déjà annonce des réformes pour booster la justice congolaise, justement, avec cette loi de LGBT condamnant cette catégorie de personnes à 15 à 20 ans de prison qui fait le débat aujourd'hui, mais aussi sur la création d'un parquet financier, un parquet justement pour commencer à condamner les détourneurs, les voleurs des deniers publics dans notre pays. Est-ce qu'il s'agit ici d'une importance capitale? Quels sont les bienfaits aujourd'hui? Est-ce que c'est possible de créer ces parquets? Si aujourd'hui, ça fait déjà débat, on dit qu'il y a des causes et tribunaux qui sont chargés déjà, qui peuvent s'en saisir de ces genres d'infractions. Pourquoi encore en créer un autre parquet? Qu'est-ce que ces parquets de Constant Mutamba pu apporter aujourd'hui? Mais aussi, un autre secteur lié au transport en République démocratique du Congo. Vous savez, il y a des provinces de ces pays qui sont enclavées aujourd'hui en plein 21e siècle, comme l'espace Grand Équateur, qui aujourd'hui compte quand même plusieurs de ses fils qui sont au gouvernement. À Judith Toulouka, on parle d'un espace qui vient à la deuxième position après les grands Kasaï qui compterait plus ou moins un nombre importantissime de ministres, de Jean-Pierre Bemba, en passant par Jean-Pierre Liaou, jusqu'à Jean-Lucien Boussa, sans oublier celui qui Guy Mwando Mboyo, qui occupe aussi un ministère importantissime. Est-ce que cette fois-ci, on peut quand même s'attendre à des bonnes réalisations, justement, une autre manière de voir les choses, surtout dans cette province, dans cet espace des grands Équateurs? Le gouvernement Judith Toulouka, les choix du président de la République, est-ce que c'est bénéfique? Les choix sont importants, que le peuple congolais aujourd'hui peut s'attendre à des modifications, à des changements, que ce soit sur le plan de la gestion et sur le plan des actions posées sur le terrain par ces ministres, des questions qui méritent d'être posées, des questions importantissimes, messieurs et dames. Interpasse, rebonsoir à toutes et à tous. Les décors est déjà planté, c'est parti pour ces numéros de votre émission. D'entrée de jeu, maître Trésor, on va d'abord commencer par la publication de ces gouvernements d'une manière générale, avec toutes ces personnes qui sont nommées, qui font partie intégrante de l'équipe de Judith Toulouka. Vous, quelle est votre réaction à chaud par rapport à la composition de ces gouvernements? Bien,
La composition de ce gouvernement reflète les tractations qui a eu lieu entre différents regroupements et partis politiques membres de l'Union sacrée, force politique majoritaire à l'Assemblée nationale pour le moment, réunis autour du président de la République, chef de l'État, et bien sous le leadership de l'actuel Premier ministre. Nous avons eu ce gouvernement, bien qu'après un laps de temps déploré par certains, mais à mon avis, je ne trouve aucun inconvénient que ce gouvernement ait pris tout ce temps, parce qu'on avait vraiment besoin de satisfaire tous les camps politiques en musique. Mais ce qui est important maintenant, c'est de voir le contenu de ce gouvernement. La composition, elle est là, mais avec quel type d'hommes que nous avons eu dans ce gouvernement. Et je crois que le casting a été bien fait, parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un sans pour autant lui donner le temps aussi de s'exprimer, de donner ce dont il compte donner à la nation. Je ne peux pas porter un jugement négatif sur cette composition, parce que je sais que parmi ceux qui sont venus, bon, il y en a ceux qui étaient déjà là, nous les connaissons, mais il y a quand même de nouvelles figures. On ne doit pas mélanger tout le monde, il faut donner de la chance à ceux qui viennent d'arriver, à ceux qui viennent d'entrer au gouvernement. Et je pense que leur collaboration, s'ils collaborent vraiment en tant que membres d'un seul gouvernement, du même gouvernement, bon, ils doivent se supporter. Les forts peuvent supporter les faibles aussi peuvent solliciter comme ça les concours des forts, et ensemble, ils peuvent faire une force qui puisse aider à répondre aux desiderata de la population, aux besoins sociaux de base de la population, surtout à donner le bien-être, parce que c'est ça l'essentiel. Et que dites-vous de ces personnes qui ne cessent de répéter que ce gouvernement n'apportera rien dans ce pays? Bon, c'est une opinion, je ne peux pas... Est-ce une opinion à encourager ou soit il faut la décourager? Chacun a son argument. Quand il avance un avis, il s'exprime. Il donne aussi la raison de ce qu'il dit. Bon, si les uns disent que ce gouvernement n'a rien à apporter, bon, je ne sais pas s'ils fondent leur argument sur quelle base, mais moi, à mon avis, je sais qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Même parmi les anciens ministres, ceux qui étaient déjà au gouvernement, s'ils étaient faibles, s'ils n'ont rien, sinon ils n'ont eu rien à donner à la population, ou bien s'ils n'ont pas pu convaincre la population, bon, on leur a donné une nouvelle chance. Ils peuvent toujours fournir des efforts pour pouvoir se rattraper. Mais ce qui est important, c'est aussi le coaching de la personne qui est en tête de ce gouvernement. Madame le Premier ministre. Et maintenant, c'est venu le moment, parce que la question me vient d'une femme, où les femmes doivent nous prouver le contraire. On a toujours dit que la femme ne construit pas. Et maintenant que nous avons une femme à la tête du gouvernement, et nous l'avons observé durant les consultations pour la composition de ce gouvernement, c'est une dame de caractère. Nous l'avons observé à distance, et compte tenu aussi après par rapport aux témoignages que nous avons, c'est une dame de fer. Elle travaillait déjà très bien parce qu'elle était membre du gouvernement. Et donc, si vraiment elle tient, elle reste sur cette ligne-là, elle garde tout ce qu'elle incarnait depuis par rapport aux témoignages que nous avons d'elle, elle peut recadrer tout le monde, elle peut bien guider ces hommes et femmes, parce que même le nombre de femmes a augmenté, elle est là, elle peut être soutenue par les femmes, surtout d'abord par les femmes. Ce n'est pas que je me mets à côté ou bien pour combattre les hommes, mais je dis que c'est une affaire des femmes maintenant. Il faut que les femmes prouvent le contraire et que cette femme
femmes de fer, dames de fer, puissent guider tous ces hommes-là. Surtout ceux qui étaient déjà au gouvernement, qu'elle puisse mettre vraiment son intelligence sur ces hommes-là, pour qu'elle ne puisse plus reprendre ce que nous avons reproché dans leur façon de conduire les affaires de l'État. Et aussi, avec une Assemblée nationale solide, l'actuel gouvernement peut arriver à une discipline qu'il faut pour répondre aux besoins de chacun et surtout confondre ceux qui disent que ce gouvernement ne va rien apporter. Donc je vois le Premier ministre et je vois l'Assemblée nationale. Mais on constate qu'en ce moment, on fait beaucoup plus allusion à une comparaison du genre. La femme, l'homme. Mais est-ce que présentement, on a besoin de la femme proprement dite ou bien la manière de faire? Ben, c'est d'actualité parce qu'elle est la première dame, la première femme congolaise à être élevée à ses rangs de Premier ministre. C'est pourquoi nous parlons de la femme. Mais est-ce que c'est le fait d'être femme qui prime, qui doit primer, ou soit c'est la compétence? Parce que c'est vrai, on est content, on applaudit qu'il y a une femme, mais si elle n'arrive pas à bien faire les choses, doit-on continuer toujours à applaudir ou à dire que les femmes ne font pas bien les choses? Non, mais la femme a été toujours compétente. Toutes les femmes, je dis. Parce que les femmes, on peut voir dans des foyers, ce sont les femmes qui gèrent. Elles gèrent déjà les foyers. Elles sont compétentes. Est-ce qu'on peut comparer la manière de gérer d'un foyer par rapport à un pays? Mais une femme qui a été bien encadrée, qui a étudié, qui a de l'expérience, et une femme qui a déjà géré son foyer, elle peut prendre seulement son modèle, le modèle de son foyer est plaqué sur la gestion de l'État. Ce n'est pas différent, c'est la gestion, c'est une gestion. Mais seulement que le roi change. Elle est maintenant dans une gestion de la chose publique. Et la femme, cette première femme à devenir Premier ministre, devrait ne pas perdre de vue qu'elle est entourée des hommes. Et que les hommes parfois ont leur manière de gérer, de se comporter vis-à-vis de la femme. Et que cette femme-là puisse transcender toutes les considérations sociologiques, sociales, politiques et tout. Qu'elle puisse rester coach. Et coach, le coach peut dire, non, je ne veux plus de celui-ci. Il faut un changement. Même quand on suit le match, le coach peut changer de joueur. Quand ça ne marche pas, le coach peut dire on change. Et le Premier ministre, femme, bien que femme, c'est un coach. Si ça ne marche pas, cette dame peut demander au président de la République, changez-moi cet homme, changez-moi cette femme à ces postes-là. Voilà. Alors, c'est bien mettre justement la dernière question concernant la composition, l'analyse générale concernant la sortie de ces gouvernements. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui, on peut, même si certaines personnes doutent de ces gouvernements qui n'est pas encore investi par l'Assemblée nationale, dont aucun de ces ministres commence déjà à remplir ses fonctions, mais quels sont les signaux qui aujourd'hui peuvent démontrer noir sur blanc que ces gouvernements le peuple congolais et peut continuer à croire à ces gouvernements parce qu'il y a une dame qui les dirige, que demain les choses peuvent changer si on donnait la chance à ces gouvernements et toutes les personnes qui composent ces gouvernements. Mais voilà, il y a eu même des perturbations surprenantes au sein de ces gouvernements qui croyaient que peut-être Jean-Pierre Bemba quitterait la défense pour les transports. Jean-Lycée Boussa vient du commerce extérieur pour les portefeuilles. Donc ce sont des changements surprenants. Ça prouve à suffisance qu'on a besoin de changer les choses et de faire mieux, hein, d'aller de l'avant. Alors, il y a aussi des grosses figures qui ont quitté le gouvernement. Je peux parler du ministre Lutundu, là. Il a quitté le gouvernement. Et il y en a d'autres qui avaient fait leur temps et qui ont été aussi plébiscités par moment. Ils ont quitté le gouvernement. Je peux parler des professeurs, celui qui était à l'EPST, Tony Mwaba. Il a quitté le gouvernement. Et aujourd'hui, on a crié ici sur la situation des forages. Mais on a changé de ministre.
au niveau des finances. Hein? Donc, on ne peut pas seulement voir le noir. Il faut aussi voir un peu de blanc. Vous voyez? Donc, il y a eu ces soucis-là de répondre aux préoccupations de la population. Imaginez qu'aujourd'hui, au niveau du ministère des Finances, on maintenait les mêmes ministres. Pendant qu'il y a eu cet écho de forage, même si la justice n'a pas encore rendu une décision condamnant tel ou tel, mais cette question a déferlé la chronique et on ne pouvait pas quand même les laisser continuer à la tête du ministère des Finances. On ne dit pas que ce qu'on reproche à ces ministres, à cet ancien ministre est vrai, mais quand même on a suivi l'opinion et on a agi. Mais le gouvernement n'est pas encore investi. Moi, je pense que faire un jugement négatif pour le moment, c'est mettre, comme on dit, la charrie avant le bœuf. Nous devons leur donner leur temps possible. 2 mois, 3 mois, même 4 mois. Parce que c'est à partir de ce moment on est déjà habitué à voir les 100 jours. Les 100 jours, c'est 3 mois. Déjà, au terme des 3 mois, on peut dire que tel ministre est fort, tel est faible. Parce que le temps des discours, des théories est largement dépassé. Surtout pour les anciens ministres. Ils nous ont habitués à des émissions, à des discours, des théories. En théorie, maintenant, nous voulons vivre les actions concrètes. Mais voilà, si on peut aussi dire, bon, au niveau de la communication, on a maintenu également les mêmes ministres. Alors, je vous relance, maître, avant d'en finir avec cette question, de commencer maintenant à décortiquer concernant les compétences, certainement les choix au niveau de certains ministères, les choix faits par le président Tshisekedi et la première ministre Judith. Vous avez parlé de permutation. Bemba, par exemple, qui quitte le ministère de la Défense pour le ministère des Transports et tant d'autres. Aujourd'hui, il y a ces débats-là sur léger liés à la terminologie qu'on peut connoter ou bien donner à la sortie de ces gouvernements. Si d'autres parlent d'un nouveau gouvernement, de la sortie d'un nouveau gouvernement, d'autres pensent que c'était juste un simple remaniement. Vous, quelle est votre réaction quant à ça? Bien, le président de la République est de l'UDPS, son parti politique. Tout le monde le sait. Mais son parti, son propre parti, n'a pas atteint le nombre suffisant pour avoir la majorité, pour avoir seul la majorité à l'Assemblée nationale. Et la constitution de notre pays veut que si un parti politique, un seul parti ou un regroupement politique n'a pas atteint la majorité à l'Assemblée nationale, on nomme un informateur pour constituer une majorité. Et l'informateur consulte tous les partis, tous les regroupements et forme une majorité probable à soumettre au président de la République. Et cette majorité, qui est constituée à partir des partis politiques différents, met le président de la République devant une situation telle qu'il ne peut pas lui-même imposer les ministres à nommer au sein du gouvernement. Il doit attendre également que chaque regroupement, chaque parti politique puisse proposer. Et quand on propose, alors ils viennent des horizons différents. Alors il y en a qui ont proposé les mêmes personnes qui étaient déjà membres du gouvernement. Et le président, devant cette situation, pour ne pas perturber encore l'ordre de la majorité déjà identifié par l'informateur, il a procédé à la nomination. Eh bien, par simple fait de hasard, on s'est retrouvé en face d'un nombre assez considérable d'anciens ministres. C'est ainsi que ça a suscité ces discours-là de remaniement au lieu de nomination d'un nouveau gouvernement. Mais c'est un nouveau gouvernement, certainement, rempli des anciennes figures, hein, des anciens ministres revenus. Mais ce n'est pas un remaniement. Alors, maître, au rythme de cette émission d'ailleurs, je l'avais dit, vous êtes juriste mais aussi écrivain, auteur de plusieurs livres comme celui que j'en ai ici, Les Histoires en droit.
judiciaire congolais, dont vous revenez sur les lois, la jurisprudence, la doctrine, analyse et commentaires de l'auteur, tout ça. La justice congolaise aujourd'hui, on a un nouveau ministre qui prend la place d'une autre qui l'a précédé. D'une manière générale, quelle analyse pouvez-vous faire de la justice congolaise aujourd'hui? Bon, en gros, la justice congolaise marche bien. Très, très bien d'ailleurs. Moi, je n'ai pas la même opinion que certains qui pensent que cette justice est vraiment défaillante. Bon, le président de la République a parlé d'une justice malade. Bon, nous sommes dans un pays démocratique. Le chef de l'État peut parler et moi, je peux aussi parler. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que la justice marche très très bien, comme vous l'aviez dit? Je suis moi-même auxiliaire de la justice, de par la profession. Ok? De par ma profession, je suis auxiliaire de la justice, praticien du droit. Et je sais de quoi je parle. J'ai participé à beaucoup de dossiers judiciaires. Et j'ai vu le comportement de nos juges, de nos magistrats. Et j'ai compris que nous avons de très bons magistrats, nous avons de très bons juges, nous avons de très bons acteurs de la justice dans notre pays. Parce que moi, j'ai eu à participer à des dossiers où, si vous voyez l'allure du dossier, vous dites que nous allons perdre ces procès. Et vous arrivez à la fin, vous gagnez le procès. Contre peut-être une partie qui a tout ce qu'il faut pour mettre, comme on dit, les juges à genoux. Mais vous gagnez le procès. Donc là, je ne peux pas dire que la justice est malade. Certes, il y a des petits soucis, ok, sur plusieurs plans, notamment sur le plan du traitement des magistrats. Du traitement des magistrats. Qu'est-ce qu'il gagne, un magistrat congolais? Il gagne combien? Les nouvellement nommés, il gagne combien? Bon, si on prend maintenant celui qui a déjà une carrière de 15 ans, 20 ans, combien il gagne? Vous voyez, ce sont des questions qu'il faut soulever. Quand on critique la justice, il ne faut pas rester seulement sur le dossier que vous avez perdu. Vous avez perdu le procès, vous dites que la justice est malade. Non. Et c'est sur base de quoi, c'est en fonction de quoi que le chef de l'État a eu à faire allusion à cette maladie? Le chef de l'État a fait son observation. Il est le chef de l'État. Moi, j'ai fait mon observation en tant que praticien du droit, professionnel, auxiliaire de la justice. J'ai cette qualité-là. C'est en vertu de la loi. Ok? Mais je ne parle pas ici sous ces statuts. J'ai répondu seulement par rapport à l'expérience que j'ai. Mais il faut si on veut, comme on en a fait pour la presse congolaise, réorganiser les états généraux de la justice. On doit tabler sur toutes les questions. Je sais que le chef de l'État a ses raisons à lui, en disant que la justice est malade. Les acteurs de la justice aussi ont leurs raisons. Les magistrats, les juges, les avocats, les défenseurs judiciaires et même les personnels administratifs au niveau des greffes, au niveau des parquets, les OPJ, les officiers de police judiciaire, les acteurs, il y en a comme ça, les gens. Donc il faut des états généraux de la justice pour tirer des bonnes conclusions sur la justice congolaise actuellement. Et les nouveaux ministres de la justice, bon, on a repris ces anciennes vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux. Il était déjà en train de parler des réformes. Voilà, de parler des réformes. C'est bien. On ne peut pas dire que fini les réformes. Les réformes, c'est une vie normale pour des secteurs comme celui de la justice. Mais comme il vient d'arriver et qu'il avait déjà cette intention-là, qui ne commence pas au milieu, et qui commence au départ, au commencement, comme on dit. Le départ, c'est quoi? Les états généraux de la justice. Mais on a organisé les états généraux des sports ici, on a organisé les états généraux de la presse, organiser les états généraux, proposer c'est bien, mais le problème, la mise en pratique de ce que les gens proposent. Mais la mise en pratique, la faisabilité, mais les suivis. Bon, pour le cas de la presse, il y a un comité
de suivi des recommandations des États généraux, un comité qui se réunit tout le temps au centre Nganda. On ne sait pas ce que ce comité fait. Et là-bas, on réunit, bon, on s'est choisi entre les copains, les anciens, les expérimentés. Bon, on refuse les nouveaux visages. Bon, les jeunes là ne connaissent rien, tout ça. Mais de la complaisance. Vous faites des États généraux pour finir par une complaisance. Ce n'est pas ça, c'est que moi je demande ici. Il faut les États généraux et être conséquent. Parce que le ministre, l'actuel ministre, a déjà cette ambition-là de changer le système, la situation. Je sais qu'il y en a des choses à relever, ok? Mais il faut réunir les acteurs, ok? Réunir les acteurs et connaître les problèmes de ces acteurs-là. Nous avons les lois qu'il faut pour que cette justice soit une bonne justice. Mais ceux qui sont censés appliquer ou faire appliquer ces lois vivent dans quelles conditions? Il ne faut pas se voiler la face. Est-ce que ça... Même pour le cas des journalistes, je l'ai toujours dit, vous organisez les États généraux, vous ne parlez pas de la situation des journalistes, des conditions des journalistes. Voyez? Mais la loi a dit que les journalistes professionnels, bon, d'emblée, les journalistes professionnels, c'est-à-dire que c'est vous, tout ça, la collecte des données, des informations, au traitement, à la diffusion, à la publication. Et ajoute, et qui tire l'essentiel de son revenu de cette profession. Mais l'aspect qui tire l'essentiel de son revenu ne concerne pas les participants aux États généraux. Voyez? Alors maintenant, quand vous allez sortir des lois, qui vont appliquer ces lois? Ces gens-là, dont vous n'avez pas tenu compte de l'essentiel, hein, de leurs revenus à partir de cette profession. Mais ils souffrent. Quand vous parlez des moutons noirs et consorts, tout journaliste devient mouton noir. Même ceux qui ont des diplômes de l'IFASIC, de l'UNIKIN, de l'Université catholique et tout, on les appelle moutons noirs dans un moindre dérapage. Mais vous êtes les premiers à les appeler moutons noirs. Mais vous n'êtes pas capable de tout faire pour que les moutons noirs soient bien payés, soient rémunérés, soient traités dans de très bonnes conditions. Et puisque vous parlez de rémunération, paye et consorts, est-ce à cause de cela que certains points sont négligés? Il y a un adage qui dit ventre affamé, il y a un point d'oreille. Oui. Ça explique tout. Même si on dit, si on ne vous paye pas démissionner, il va démissionner pour aller où? Il doit rester là. Prenez vos responsabilités. Il faut les prendre en charge comme il faut. Si vous voulez que lui aussi vous rende des services. Vous pensez que si on arrive à régulariser tout cela, le travail se fera convenablement? Ça va renforcer la détermination du ministre. Si on arrive à bien traiter les magistrats, à bien organiser la profession d'avocat, des défenseurs judiciaires. Parce que nous avons une loi, par exemple les avocats ont une loi qui date de 1979. Vous voyez, la sécurité des avocats n'est pas assurée. La sécurité des acteurs de la justice n'est pas assurée. Le magistrat lui-même a quelle sécurité? Hein? Il tranche une affaire, il rentre chez lui, il est tué, assassiné. Mais tout ça, ce sont des aléas à prendre en compte. La mort, par exemple, du juge Yanni devrait interpeller certainement les autorités. Mais combien de fois on a assassiné les avocats? Essayer d'améliorer les conditions des magistrats. Mais on assassine les avocats. C'est une vie. D'ailleurs, ça devient une habitude. Vous voyez? Mais il faut prendre tout ça en compte. Vous voulez que les choses changent. Changez aussi la vie d'acteurs, les acteurs de ces secteurs-là. Protéger les avocats, l'État doit donner des gardes, des policiers pour commencer à surveiller les avocats. C'est un sujet à débat. Il faut trouver une alternative. Une alternative. Vous voyez, parce que les avocats défendent des causes parfois dangereuses. Ça, je vous dis. On doit donc dire que la justice ne fait pas bien son travail à cause de leurs conditions de vie. Tout ça sont des choses, des éléments à prendre en compte. Je ne dis pas que
tous les acteurs de la justice sont sains. Ok? Il y a aussi des failles dans les chiffres des magistrats, des juges, ok? Des acteurs de la justice. Mais plus leurs conditions. Mettez-les dans des conditions qu'il faut. Et ça va renforcer le travail, l'action du gouvernement dans ces secteurs-là. Parce que le ministre aura maintenant la force, soit de sanctionner, soit de solliciter du Conseil supérieur de la magistrature une sanction. Ok? Donc, il peut même demander au président de la République de prendre des mesures qu'il faut. Mais, parce que les acteurs sont bien traités. Alors, Maître Trésor... Et peut-être pour ne pas oublier ça. Ouais, vous arrivez, moi je suis arrivé à Guadeloupe en 2018, au nord Ubangi. J'ai trouvé les bureaux du parquet, des grandes instances. Mais vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Arriver dans plusieurs coins et recoins du pays, trouver les bureaux des magistrats. Mais vous n'allez pas accepter. Alors, Maître Trésor, je disais... Je reviens dans votre livre « Les exploits en droit judiciaire congolais, loi, jurisprudence, doctrine et tant d'autres ». À la page 111, la 13e partie, vous parlez du regard sur l'indépendance de la justice congolaise. La partie où vous dites, vous partez de la considération générale pour une discussion, voulais-je dire, sur la confirmation de l'inéligibilité de Jean-Pierre Bemba Gombo par la Cour constitutionnelle à l'époque. L'indépendance de la justice congolaise, vous êtes un artère de ces secteurs, vous avez certainement de l'expertise et de l'expérience. Vous avez écrit beaucoup de livres entassés. Aujourd'hui, on peut dire que la justice congolaise est indépendante. Bon, l'indépendance de la justice congolaise, c'est une question qui se pose avec acuité. Parce que bon, vous avez relevé l'aspect lié à l'inéligibilité de Jean-Pierre Bemba. J'avais écrit ça tout juste après les élections de 2018, je pense. Voilà. Ouais. Et j'avais analysé la question par rapport à la position qu'avait prise à l'époque la Cour constitutionnelle. Partant déjà de l'observation de la CENI qui avait invalidé cette candidature, la candidature de Jean-Pierre Bemba à la présidentielle, disant qu'il était condamné pour corruption transposée sur la subornation des témoins qui a été prononcée par la Cour pénale internationale. Mais bon, si vous lisez bien, vous allez remarquer que là, j'ai fait l'analyse sur le code pénal congolais et par rapport au statut de Rome. Bon, la subornation des témoins, on avait dit que c'était une forme de la corruption, mais une forme de la corruption peut-être en droit français, mais pas en droit congolais. Parce que le code pénal congolais n'a pas dit cela. Ok? Donc, du début jusqu'à la fin, le code pénal congolais ne dit pas que la subornation des témoins est une forme de la corruption. Et là où on parle seulement de la subornation des témoins, c'est là où le code pénal fait allusion au faux témoignage. Au faux témoignage. Et cela n'est pas lié à la corruption. Vous voyez? Donc, on avait fait des choses comme ça à la hâte pour peut-être éliminer un adversaire politique, l'écarter. Alors, on va parler. C'est ainsi que j'avais inséré cette question dans cette partie de l'indépendance de la justice. Et il y avait également la problématique des propositions de loi qui avaient fait débat au niveau de l'Assemblée nationale, où on voudrait que les magistrats du parquet soient placés sous l'autorité du ministre de la Justice, disant que les parquets ne faisaient pas partie du pouvoir judiciaire, alors que ce n'était pas le cas conformément à la Constitution. Donc, toutes ces questions ont été abordées dans ces chapitres-là. Et bien, l'indépendance de la justice existe bel et bien sur le plan des textes constitutionnels et légaux. Il y en a. Donc, la justice est indépendante. C'est maintenant la question de la faisabilité de la pratique. De la pratique. Les injonctions intempestives, même bon, parce que le ministre de la Justice a le pouvoir de faire injonction aux procureurs généraux, d'ouvrir les enquêtes et consorts. Mais aussi la question de ces injonctions-là. Quand on fait injonction au procureur général, il finit de mener ses enquêtes, il va directement saisir le juge. Ça pose aussi un problème. L'injonction est venue
du ministre de la Justice, quand bien même il ne peut pas s'ingérer aux affaires de la justice, mais il faut lui faire rapport. Et le Conseil d'État avait donné un avis quant à la question, disant que l'information peut être donnée au ministre de la Justice. L'information, ce n'est pas un problème. Mais vous n'informez même pas le ministre qui vous a fait injonction, vous allez directement saisir les juges. Et c'est ainsi que cette question a été relevée dans le livre Procès Caméré, l'obscurantisme judiciaire. On en a parlé parce que le procès de Caméré était parti d'une injonction du ministre de la Justice au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Et bien voilà, le ministre n'a pas été informé de l'issue des enquêtes, mais il a été seulement surpris de voir qu'on condamnait des gens sur un dossier partant de son injonction. Donc tout ça, c'est des questions à discuter, peut-être si vraiment on va nous écouter pour organiser les états généraux de la justice. Alors, quand vous parlez des exploits en droit judiciaire congolais, d'ailleurs, la 14e partie de ces livres, où vous revenez sur le contexte des exploits devant les juridictions compétentes congolaises, je veux dire, est-ce que la justice congolaise aujourd'hui a aussi réalisé des exploits par rapport à sa manière de faire les choses, justement la manière de se comporter des magistrats sur le terrain? Quels sont ces exploits? Bon, je n'aimerais pas vraiment qu'on puisse confondre l'exploit des peut-être mérites, les mérites, et avec les exploits dont question dans les livres. Ici, il s'agit de quel genre d'exploit? Il s'agit des actes qu'on utilise pour saisir une juridiction, c'est-à-dire un tribunal ou une cour. C'est-à-dire, vous avez déjà entendu parler d'une citation, par exemple, assignation, requête. C'est ces exploits-là, donc ce sont les exploits de la justice. Pas les exploits des mérites. Il a réalisé un mérite. Non, c'est pas ça. C'est les actes qui permettent de saisir les cours et tribunaux. Vous avez un litige, par exemple, vous voulez rester en justice contre quelqu'un. Vous voulez aller directement saisir le juge. Quel acte est posé? Quel acte utilisé? Quel document peut être exploré pour atteindre le juge? Et ici, on parle des exploits. Ça peut être l'assignation, ça peut être la citation. Si peut-être vous, particulier, vous voulez saisir le juge pénal directement, on parle de citation directe. OK? Et on peut saisir le juge directement par requête, comme en matière électorale. Donc, c'est lié plus aux compétences des différentes juridictions dans notre pays. Par rapport aux matières, vous êtes en quelle matière? En matière électorale, en matière administrative, vous êtes en matière peut-être des questions de l'électricité. Voilà. Donc, vous devez d'abord identifier la matière dans laquelle vous trouvez. Alors, pour saisir les juges. Parce que peut-être en matière du travail, il y a un débat aujourd'hui. Bon, la loi dit qu'on doit saisir le tribunal du travail par requête. Et vous allez remarquer qu'ailleurs, on saisit les juges du travail par assignation. Parce qu'on dit que là-bas, on n'a pas encore installé le tribunal du travail. C'est des questions qui sont traitées dans le livre. Et quelle position prendre lorsque on saisit peut-être le tribunal de grande instance statuant en matière du travail par assignation? Bon, quelle est la situation réelle qui va découler de ces procès? Donc tout ça, ce sont des problèmes. Et nous avons vécu tout cela devant les cours et tribunaux et nous avons également vu la difficulté devant laquelle les plaideurs, les parties se retrouvent, même seulement pour saisir les juges. Parce que les juges, avant de faire quoi que ce soit, il doit d'abord se déclarer saisi. Avant de voir votre dossier, il doit d'abord se déclarer saisi par rapport à la manière dont vous l'avez saisi. S'il voit que l'exploit, l'acte qu'il est saisi n'est pas conforme ou n'est pas régulier, il peut se déclarer non saisi. Tout part de là. Et ça crée des débats houlés. Des débats houlés. Et nous avons observé tout cela, nous avons dit, bon, parce qu'il y a beaucoup de difficultés, nous devons quand même essayer d'éclairer la lanterne. Et dans les livres, nous avons comme ça abordé plusieurs questions relativement aux exploits de justice. Et nous en avons profité pour également parcourir la jurisprudence, les jugements, les arrêts, la doctrine, c'est-à-dire que la pensée des experts
des droits, les professeurs d'université, les avocats, les magistrats. Et nous avons donné la lumière par rapport à tout ça. Donc si vous voulez saisir les juges, ne vous dérangez pas, cherchez seulement ce livre. Ça va vous aider en toute matière. Ok, alors... C'est publié en 3 tomes. Ok, alors Maître Trésor, vous êtes auteur de plusieurs livres. Essayons de prendre un peu cette œuvre qui parle du procès de Caméré, dont le titre est « L'obscurantisme judiciaire ». Alors, au regard de ce titre, que peut-on attendre de Vital Caméré à la tête de l'Assemblée nationale? Bon, dans ces procès, c'est dit dans le livre, là, dans la première partie, qu'il y avait tout sauf les droits dans ces procès. C'est pourquoi on l'a intitulé l'obscurantisme judiciaire. Là, il y avait tout sauf les droits. Sauf les droits. On nous a soumis à un exercice du genre une perte de temps inutile. Nous qui croyons à un procès éloquent, alors on était très très déçus. Peut-être du comportement du ministère public qui avait amené actuel président de l'Assemblée nationale par devant les juges, pour des accusations non soutenues par des éléments probants, par la preuve. Lui qui a été l'accusateur était en difficulté de prouver. Et bien, parce qu'il n'y avait pas de preuves, on avait emballé la République dans des supputations, dans des histoires, dans la philosophie, c'est-à-dire des histoires qui ne cadraient pas avec les droits. Et bien finalement, il a été condamné au maximum de peine. 20 ans de travaux forcés au premier degré. Au second degré, la peine réduite à 13 ans. Et finalement, arrivé devant la Cour de cassation, il y avait un arrêt de cassation avec renvoi. L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, autrement composée. Et la même Cour d'appel de Kinshasa-Gombe avait fini par acquitter. Mais c'était déjà quelque chose qu'on devait faire au premier degré. Parce qu'il n'y avait rien du tout. Et le livre a fait le récit de tous les procès, du début jusqu'à la fin. La troisième partie, vous les remarquez, parle des arrêts, de l'arrêt d'acquittement et de l'arrêt de cassation avec renvoi. On est même revenu sur l'ordonnance statuant sur la mise en liberté provisoire. Donc tout ça, on a analysé les jugements du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, et les arrêts, donc l'arrêt de la cour de cassation également. Donc, brièvement, il n'y avait rien du tout dans ces procès pour ce qui est des droits. Il n'y avait rien. Alors, puisqu'il n'y avait rien et qu'il a été innocent, sera-t-il l'homme idéal pour l'Assemblée nationale, mais aussi pourra-t-il à nouveau marquer son temps? J'étais dans la salle lorsque le feu ancien ministre des Travaux publics, Pierre Lumbi, venait défendre les contrats chinois à l'Assemblée nationale. Vital Caméré, alors président de l'Assemblée nationale. Et il y avait une phrase choquante sortie à l'époque de la bouche du ministre de l'époque, aux députés. Que ce que nous faisons, c'est ce qui vous nourrit tous. Moi, j'étais dans la salle. Et les députés nationaux de l'époque, de l'opposition, avaient crié et du coup, ils avaient vidé la salle. Ils avaient vidé la salle. Et je vois à l'époque l'honorable Adam Bombole, le premier à se lever pour crier sortir de la salle. Parce qu'à l'époque, il était député, je crois, du MLC, de l'opposition. Et les ministres voulaient continuer. Parce que, bon, même s'ils quittaient, ils n'étaient pas majoritaires, des députés de l'opposition. Les ministres voulaient continuer parce que la majorité était restée dans la salle. Le président Vital Caméré de l'époque avait pris son marteau pour arrêter les ministres, disant que ceux qui viennent de quitter la salle, c'est une frange du peuple congolais. Nous ne pouvons pas continuer. La séance est suspendue pour 30 minutes. Le temps pour moi de réunir les présidents des groupes parlementaires de l'opposition. Et c'était fait. La salle a été vidée, le président avec tout son bureau était parti pour réunir
d'urgence, les présidents des groupes parlementaires de l'opposition aient trouvé un compromis pour que les députés de l'opposition regagnent la salle. C'était quand même pour moi un fait historique. J'étais très, très, très touché par cette attitude. Parce qu'il avait la majorité. Lui-même était président de l'Assemblée nationale. À l'époque, membre du PPRD, cadre du PPRD. Mais secrétaire général du PPRD. Parti au pouvoir, comme actuellement UDPS. Donc, il avait ces soucis, ces sens-là de la démocratie. Ces soucis de l'autre. Il voulait que tout le monde s'exprime. Mais aujourd'hui, si on doit lui priver de ça, parce que je sais qu'il ne va pas changer, il va peut-être restaurer la démocratie comme autrefois à l'Assemblée nationale. Mais si ses collègues, ses camarades de l'Union sacrée vont le lui priver, moi je pense que l'Assemblée nationale ne va pas nous donner ce que nous attendons. En tout cas, cette Assemblée nationale a perdu beaucoup de choses depuis qu'on avait fait partir le président Vital Kamerhe. Et aujourd'hui qu'il est revenu, moi je pense que le président de la République a bien vu pour que les choses changent. Je sais qu'il a vraiment besoin de faire changer les choses et même de discipliner les membres du gouvernement qui vont être investis d'ici là. Qu'on les laisse travailler, qu'on les laisse faire ce qu'il veut faire là. Mais je sais qu'il ne va pas trahir le président de la République. Il ne va pas trahir le président de la République de la manière dont il a quitté le PPRD. Est-ce qu'on peut revivre ça encore cette année? C'est comme ça que je suis en train de dire. Si on va les soumettre à une intolérance politique, je crains que cela arrive encore. Parce que c'est un homme d'indépendance d'esprit d'abord, il faut le savoir. Moi, je l'ai observé, j'ai participé trop à des plénières à l'Assemblée nationale lorsqu'il était président, en ces temps-là. Et je voyais comment il conduisait. Je me souviens, l'actuel ministre du portefeuille, Jean Siboussa, était député national du MLC, de l'opposition. Mais il prenait la parole tout le temps. Et les députés de la majorité présidentielle, à l'époque, ne voulaient pas de cela. Mais de temps en temps, le président Kamerhe leur disait qu'il doit parler autant de fois qu'il veut. C'est pour ça que moi je suis président ici. Vous voyez? Et donc, il avait quand même le souci de protéger, même parce que l'abus de la majorité, c'est ce qui tue aussi la démocratie. Vous êtes majoritaire, vous voulez étouffer l'opposition jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Non, non. Il faut aussi reconnaître que nous sommes majorité parce qu'il y a une minorité. Et que nous devons vivre avec cette minorité. Et ne peut faire ça que le président. Et le président maintenant c'est Vital Kamerhe. Si vous voulez qu'il ne fasse pas ça, ça veut dire qu'il n'y aura pas la démocratie. Parce que la démocratie, c'est qu'il y a d'un côté la majorité, de l'autre la minorité. Alors si vous voulez étouffer la minorité, on n'est plus en démocratie. Voilà. Donc il faut vraiment éviter de retomber le pays sur la même situation d'autrefois. Et quand voilà, une majorité donne l'impression d'être errée, parce que l'opposition s'avère disparaître, cette majorité-là, comment peut-on, quelle connotation peut-on donner à ce genre de majorité en démocratie? Non, c'est toujours une majorité, mais il y a ce je viens de dire, ce qu'on appelle abus de la majorité. Abus, cela veut dire que vous voulez dépasser vos limites. Ça devient un péché. Hein? Ça devient un péché. On peut même parler de crimes démocratiques. Okay? Donc il faut respecter vos limites. Je suis de la majorité, mais l'autre est député comme moi, mais de l'opposition, de la minorité. Il a droit à la parole. Qu'il parle autant de fois qu'il veut. Vous voyez? Peut-être que si on accorde plus la parole à l'opposition et non à la majorité, là, ça peut déséquilibrer. Mais s'il faut qu'on accorde la parole à tous les camps, mais pourquoi doit-on refuser au président d'équilibrer les choses? Il faut équilibrer les choses, qu'on parle. Mais vous savez que quand on va voter, vous êtes majorité, vous allez toujours gagner.
Alors, pourquoi? Cela ressemblerait à un abus du pouvoir? Non. Les votes, c'est ça la démocratie. Si vous êtes minoritaire, quand on soumet une question au vote, vous n'allez pas gagner. Ça, c'est clair. Mais parler, vous pouvez parler. Qu'on ne vous prive pas de la parole. Vous voyez? Donc, on donne la parole à la majorité et à l'opposition. S'il y a des avantages à donner aux députés nationaux de la majorité, qu'on donne aussi les avantages aux députés nationaux de l'opposition. La différence là, c'est fait voir seulement lors du vote. S'il faut soumettre une question au vote, la majorité gagne. C'est simple. Mais tous ils sont des députés. Et leur président, c'est Vital Kamerhe. Voilà. Bon, question peut-être, entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, il y a toujours une collaboration. Donc ça, on ne peut pas les refuser. Le président a ses ambitions. Il a des choses qu'il attend du président de l'Assemblée nationale. Et le président de l'Assemblée nationale sait aussi pourquoi il est là. Bon, ça, c'est un secret entre les responsables. Nous, on ne peut pas entrer dans ces secrets. Alors, on met cette raison, on chute avec l'émission. On ne peut pas terminer l'émission comme ça sans pourtant parler de l'espace Grand Équateur. Aujourd'hui, il semblerait que c'est un espace qui occupe quand même à plusieurs ministres dans ces gouvernements. Après l'espace Grand Kasaï, les Grands Équateurs, un espace enclavé parmi tous les espaces de la République démocratique du Congo, toutes les provinces, d'Mbandaka à Guadeloupe, d'autres territoires de l'espace Grand Équateur. Aujourd'hui quand même, il y a quand même un ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, ancien ministre de la Défense, qui occupe ce ministère avec un ministère important comme les Transports. Est-ce que cette fois-ci, on peut céder? Bon, ça sera peut-être le moment pour cet espace de se décoller à travers ses fils qui sont ministres au gouvernement de Judith Toloka. C'est une question de volonté politique, d'abord. Vous êtes ministre, mais ressortissant de l'espace Grand Équateur, mais pas ministre de cet espace-là. Vous êtes ministre de la République démocratique du Congo. Mais parce que vous avez aussi des origines. Ok? Si vous allez peut-être mener des actions à Goma, c'est bien. À Bukavu, c'est bien. À Lubumbashi, c'est bien. Mais comment vous pouvez quitter le gouvernement sans ne serait-ce que laisser quelque chose à l'Équateur? C'est quand même déshonorant, puisque la Constitution dit que les ministres sont nommés en respectant la représentativité nationale. Cela veut dire que si on tient compte de cette représentativité nationale, cela veut dire qu'au sein du gouvernement, il doit y avoir de l'équilibre. Si on traite d'une question, vous êtes là, ministre ressortissant de l'espace Grand Équateur, pour défendre aussi cet espace-là lors du Conseil des ministres. Mais si on tient des conseils, des réunions du Conseil des ministres, tout le temps, mais l'espace Grand Équateur ne bénéficie toujours de rien. Vous êtes ministre. Cela veut dire que vous ne parlez même pas de votre espace géographique. Mais l'autre fois, on a vu même l'ancien Premier ministre Samalou Kondé qui est descendu là-bas avec une équipe du gouvernement pour construire un citrique, là, comment on appelle ça? Sanctuaire de Bakanja. Des Bakanja. Voilà. Voilà. Vous voulez faire du bien à votre contrée. Mais vous l'abandonnez. C'est abandonné. C'est comme si vous êtes complice. Vous avez trouvé un marché pour tirer des dividendes de ces marchés. En fin de compte, vous abandonnez, vous partez et vous cherchez à revenir encore au gouvernement. Alors qu'il y en a, parmi les ressortissants de ces mêmes espaces, qui cherchaient aussi à être nommés ministres. Vous êtes reconduits. Qu'est-ce que vous allez faire encore? Vous voyez? Bemba, par exemple, il n'a pas... Moi, en 2018, j'ai fait Guémena Guadeloupe par véhicule. Un gros camion. On m'a montré même la concession de papa Jean Bemba Saolona, des cafés. C'est plus de 30 km, quelque chose comme ça. Pas de son fils. Mais de papa Jean Bemba Saolona. Mais bon, son fils a hérité de ça.
c'est son père. Il n'a jamais construit de lui-même. À part ce que son père a laissé là-bas, Bemba, Jean-Pierre lui-même, il n'a jamais construit. Son père avait déjà tout fait pour lui, hein, de toute façon. Même si il garde son argent, parce qu'il ne manque pas de l'argent, hein, il en a. Mais bon, son père a déjà tout laissé. Il va construire, il ne va pas dépasser son père. De toute façon, bon, c'est un héritage. J'ai vu ça. Mais la route de Guémen à Guadeloupe, c'était scandaleux, je vous dis. Il n'y a pas de route. Moi, me montrer la route à Koula, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Pour arriver à Guadeloupe, c'est de l'enfer. C'est de l'enfer. Il est de Guémena. Il est de Guémena, ministre des Transports. Bon, Guémena, Sidou Banginoro, c'est presque la même province. Vous voyez? Et si vous arrivez à la Mongala, vous allez trouver le ministre de la fonction publique. Vous allez à la Tchapa, ils sont là. Vous allez à l'Équateur, quelqu'un est sorti ministre de l'enseignement professionnel. Bon, j'ignore encore son nom. Il était, je crois, celui qui était au transport là. Ouais. Quel héritage a-t-il légué? Même Guy Luando, il est de cet espace-là. Il n'a pas posé quand même des actes bénéfiques pour la population de ces coins. Bon, je sais seulement qu'on nous dit qu'il aurait construit les bâtiments. Il aurait construit les bâtiments de l'Assemblée provinciale de la Tchouapa. Bon, une fois j'ai demandé le certificat d'enregistrement de cette parcelle, on m'a insulté. Voilà. On vous a insulté. On m'a insulté. Ah, chez qui là? Non, mais si quelqu'un a construit, nous devons quand même voir des traces, des preuves. Il a construit, c'est qu'il a acheté une concession, et il a construit un bâtiment, et il a cédé ça à l'Assemblée provinciale. Nous devons voir les documents de la parcelle. Si les documents portent le nom de qui, ça va nous rassurer que c'est vraiment à lui. Pas seulement... Vous voulez construire un stade, mais commencez par acheter une concession propre à vous et construisez le stade. Mais vous n'avez pas de concession qui porte votre nom. Vous venez construire, vous dites vous construisez pour la population. Non, il faut nous dire la vérité. Ok? Il faut nous dire la vérité. Bon, vous êtes ministre, ce n'est pas mauvais. Si c'est construit parce que vous avez mené les démarches, c'est toujours bien. Mais ne cherchez pas à nous imposer de croire que vous avez construit, vous avez sorti de l'argent de votre poche pour construire. Non, vous êtes ministre, vous pouvez manager, vous pouvez négocier, et vous pouvez faire orienter un marché vers l'espace Grand Équateur. C'est toujours bien, mais soyons honnêtes et sincères. Vous voyez. Maintenant, depuis hier, peut-être vous allez peut-être oublier pour ne pas oublier. Moi-même, je l'ai dit. J'ai suivi que la question qui a été traitée autrefois au cours de cette même émission, s'agissant de l'élection, la réélection du gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, il y avait une requête contre son élection. Et la requête est déclarée irrecevable. Parce que d'abord, la personne qui a initié la requête avait eu 0 sur 21 députés provinciaux. En plus de cela, dans ce dossier, il n'y a pas eu procuration spéciale des avocats. Et le juge n'a pas perdu le temps. Il a dit non, c'est irrecevable. Mais pour donc la forme n'est pas conforme à la loi. Pour chuter avec cette émission, maître, si on peut reprocher à beaucoup de choses aux ministres ressortissants de cet espace qui n'arrivent pas à poser des actes bénéfiques pour la population de ce coin, mais même celui qui est, par exemple, le gouverneur, Bobo Boloko, lui, depuis l'année passée, on lui a reproché, voulais-je dire, de beaucoup de choses concernant la gestion. Ceux qui sont loin, s'ils n'arrivent pas à poser des actes, mais lui qui est près de cette population quand même, il faut qu'il essaie de travailler d'arrache-pied, question de redorer l'image de cette province. Bien, bon, pour répondre peut-être à contrer votre préoccupation, vous avez parlé des parquets financiers, comme un souhait de l'actuel ministre de la Justice. Mais rapidement, les parquets financiers seuls ne vont pas bien fonctionner. Il faut combiner les parquets financiers avec une juridiction. Un parquet près un tribunal financier. Il faut qu'il y ait un tribunal financier. OK? Et près ce tribunal financier, il doit y avoir un parquet. Mais dans les livres et les exploits en droit judiciaire congolais, j'avais déjà parlé de ces parquets financiers.
depuis, je crois, 2022. J'avais parlé de ça dans ces livres-là. Parce que l'un des anciens ministres de la Justice avait préconisé, un ancien vice-ministre de la Justice avait préconisé déjà la création du parquet financier. Mais après plusieurs réflexions, on s'est rendu compte que le parquet financier seul ne suffit pas. Ne suffit pas. Il faut mettre en place toute une juridiction près de laquelle il doit y avoir un parquet financier. Une juridiction financière. Ça peut étonner tout le monde aujourd'hui. Certains vont parler de la Cour des comptes, mais la Cour des comptes, là, ne s'occupe pas de tous les aspects financiers. La Cour des comptes examine seulement les questions liées aux finances publiques. Aux finances publiques. Mais il y a des questions financières qui dépassent les finances publiques. Et ça nécessite également la sanction du juge. Mais aujourd'hui, par rapport à notre arsenal juridique actuel, les juges que nous avons ne sont pas compétents, même pour sanctionner les infractions découlant de la gestion des finances publiques. Vous voyez, même seulement avec le détournement des deniers publics, l'article 145 du Code pénal congolais, livre 2, parle des deniers publics qui ont été entre les mains du fonctionnaire. Ça pose un grand problème. Et ceux qui gèrent les finances publiques sont des experts. Ils savent que si on dit que l'argent était passé par leurs mains, ils peuvent être poursuivis. Et il y a des choses, parce que les choses qui se passent là pour faire en sorte que cet article ne soit pas bien appliqué. Et vous avez vu plusieurs rapports de l'IGF rester lettre morte. C'est parce que l'IGF aussi ne va pas à son parquet naturel. Pour le moment, c'est le parquet général près la Cour des comptes. Mais même la Cour des comptes, là, est dans quel état? Vous voyez? Donc, il y a des questions qui dépassent la Cour des comptes. Mais l'IGF peut aller jusque là où il y a les fonds de l'État dans des comptes privés. Il peut aller jusque là. Mais quand l'IGF finit ce travail-là, elle amène les dossiers auprès de quel parquet, auprès de quel juge. L'IGF va au parquet général près la Cour de cassation. Mais ces parquets étaient compétents. Ces parquets étaient compétents. C'est pourquoi tous les rapports qui sont arrivés là-bas n'avancent pas. Le procureur général près la Cour de cassation ne va rien faire. Donc l'idée est meilleure. Mais il faut bien enrichir cette idée. Nous avons vraiment besoin d'un tribunal financier auprès duquel il doit y avoir un parquet. Et il faut bien réfléchir sur ça. Alors, s'agissant de l'Équateur, moi je pense que c'est que les gens ne veulent pas savoir. Et ils font exprès. Les gouverneurs des provinces, si on lit la Constitution, on lit toutes les lois de ces pays, n'est redevable que vis-à-vis de l'Assemblée provinciale, des députés provinciaux. Bon, peut-être l'IGF vient parce qu'il y a les finances publiques, la Cour des comptes vient, mais en termes vraiment de sanctions et consorts, c'est d'abord l'Assemblée provinciale qui, lorsqu'elle mène les enquêtes, elle trouve que le gouverneur peut-être a failli, elle peut peut-être prendre des décisions qu'il faut prendre. Mais jusqu'à preuve du contraire, l'Assemblée provinciale de l'Équateur n'a nullement dit que le gouverneur de province ou bien le gouverneur de la province de l'Équateur a détourné X montant à tel moment. L'Assemblée provinciale n'a pas dit ça. Ok. Bon, si quelqu'un va peut-être nous présenter un autre rapport, alors je reviendrai avec lui pour un débat et on doit décortiquer pour voir à quel moment le gouverneur de la province de l'Équateur a été dans la mégestion, comme on dit. Mais de toute façon, même les députés provinciaux qui sont arrivés, et il ne les connaît pas. Il n'a aucun député issu des élections. Mais tous ces députés, quand ils sont venus, ils ont observé la situation, ils ont dit non, nous devons reconduire le gouverneur Bobo Boloko. Okay, et ils l'ont voté à la majorité écrasante, 14 voix sur 21. Très bien, merci Maître Trésor. On va finir cette émission avec cette petite question. Vous avez jadis collé aux juges congolais l'aspect sur la non prise en charge. Alors pensez-vous que si on arrivait à régler leurs conditions de vie, on pourra avoir une justice sans corruption?
D'abord, ça va permettre aux contrôleurs de bien les contrôler. Parce que si celui que vous voulez contrôler là n'est pas mis dans des conditions qu'il faut, que vous-même vous devez les mettre, donc vous serez contraint de ne pas les contrôler comme il faut. Parce que bon, si je vais là-bas, il va me dire, mais vous venez me contrôler. Même pour avoir des papiers, j'achète moi-même. Vous voyez, je suis dans un bureau où il y a l'étouffement. Je ne sais pas travailler. Il faut que je me trouve une fille qui est un ventilateur. J'achète moi-même. Bon, vous allez le contrôler comment? J'ai été quelque part pour n'avoir ne serait-ce que des pièces d'un dossier. Et on me dit, maître, place ma pièce soit les alliés. Et on m'a amené pour voir là où on a gardé ces pièces-là. Je vous dis, quand on a ouvert seulement la porte, c'était comme une bombe de la chaleur qui sortait de là. Et cette salle-là, remplie d'archives. Et la personne qui devait me donner ces pièces-là devait entrer là-bas. Oui, maître, mon n'est pas une côte pour nous pièce. Donc, les gens travaillent dans des conditions inhumaines. Vous devez les contrôler. Oui, nous voulons que les magistrats soient contrôlés et qu'ils fassent leur travail comme il faut. Mais d'abord, commençons par leur traiter aussi de la bonne manière. C'est-à-dire que vous nommez un magistrat qui habite Kinshasa. Il habite Kinshasa avant d'être nommé magistrat. Vous l'envoyez à Kanyabayonga. Il n'est pas connu là-bas. Et il arrive là-bas, il ne sait même pas où il va dormir. D'accord. Alors, il a très bien. Les dossiers l'attendent là-bas. Merci. Il va trancher. Alors, maître, vous allez profiter pour conclure cette émission en 30 secondes uniquement. En tout cas, je remercie d'abord l'équipe de l'émission Interface de m'avoir invité encore une fois. Et j'ai dit à tout le monde de faire confiance au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je l'ai dit non parce que je suis membre de l'UDPS ou de l'Union Sacrée, mais parce que je vois les efforts qu'il fournit, surtout pour trouver des solutions à la situation de l'Est du pays. Et moi, j'encourage tous les députés nationaux à faire confiance au nouveau président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, parce que je garde de lui les souvenirs d'une belle image de l'époque où il était président de cette chambre basse du Parlement congolais. J'ai participé à des plénières régulièrement alors que j'étais étudiant à l'UNIKIN. Et son retour à la tête de cette Assemblée nationale, ça va également aider à redresser la situation de cette Assemblée en termes de la démocratie. Il y aura des débats scientifiques et de haut niveau. Nous avons eu des lois contradictoires votées à l'Assemblée nationale parce qu'il n'y avait pas un débat qu'il fallait. Mais aujourd'hui, nous voulons que les choses reviennent comme à l'époque où il était président et il est revenu. Et donc, pour le gouvernement, nous attendons la présentation du programme et l'investiture. Les ministres qui sont nommés, félicitations. Mais ce n'est pas... C'est très facile. Même si vous ne connaissez rien, servez-vous de ces programmes-là. Dans mon secteur, le Premier ministre avait dit quoi dans les programmes? Demeurez-là, focus. Et orientez vos actions sur ce que le programme dit. Et nous allons vous juger en fonction de ça. Et pour le reste, je reste ouvert à toutes vos invitations futures et à toutes les questions qui vont venir des téléspectateurs. Et surtout, peut-être profitant de l'occasion pour ceux qui voudront avoir les livres, ils peuvent passer au palais de justice, du côté de la porte qui mène au parquet des grandes instances, il y a les points de vente. Ils peuvent trouver tous les livres là-bas, et vendus régulièrement à vil prix. Et donc, pour la question de l'Équateur, donc je peux peut-être inviter les ressortissants de la province de l'Équateur à être soudés, à se soutenir, à tourner la page et à attendre l'investiture du gouverneur Bobo Boloko pour qu'on aille de l'avant
au lieu de s'éterniser sur une question de l'article, parce qu'ils évoquent là-bas l'article 198. Cette question concerne seulement la Cour constitutionnelle et non le Conseil d'État. Donc il faut laisser attendre que la Cour constitutionnelle puisse peut-être interpréter. Mais quand on va interpréter, ce sera déjà après. Okay. Le gouverneur est déjà élu, réélu, donc ce n'est plus question de revenir sur ça. Merci voilà. Maître Trésor, c'était un plaisir de vous avoir ici pour analyser tous les faits sur la justice et autres. On espère bien vous avoir très prochainement pour un autre sujet. Merci également à toutes ces personnes qui nous ont suivis, mais aussi à toi Daniel Roland-Lay. Merci Sarah. À demain. Merci.